Salut à tous, nous sommes en live. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ce soir, oui, c'est moi qui vais présenter. On va souhaiter un bon rétablissement à Louis parce qu'il est en convalescence. Il se repose, il est malade. Et bon rétablissement à Louis, du coup. Si la cam est pas bien placée, pour ma part, vous inquiétez pas, je vais pas rester très longtemps parce que le but du jeu, ça va être de donner la parole à nos experts pour le 11e épisode d'Expert Talk. Ce soir, vous aurez au programme de l'Oculus, du Microsoft et de la Visio. Tout un programme et on va sans transition, hein, du coup. Hop, vous allez me dire. Ah, par contre, je vais vraiment avoir besoin du chat pour me dire si tout se passe bien de votre côté. Parce qu'on a dû du coup monter les scènes, vous doutez bien. C'est la première fois du coup qu'on réutilise cette scène. Euh, Salut Louis qui est dans le chat. Ok, allez, sans transition, bam, nos invités, nos experts, Olivier, Yacine et Nicolas. Euh, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir Nicolas qui est en mode fantôme, puisqu'il est dans le purgatoire entre le réel et le virtuel. Mais il est avec nous et il nous entend. Je suis là. Déjà, on ne s'est pas vu depuis un moment. Et entre la dernière séquence et les sujets dont on avait parlé et aujourd'hui, on dirait qu'il y a eu vraiment énormément de mouvements du côté de Facebook, à croire qu'ils ont regardé l'Expert Talk, parce que énormément des points qu'on a abordés, qu'on a déplorés, en tout cas des sujets qui posaient question sur la souveraineté, les conditions d'utilisation. Il y a eu beaucoup de mouvements, donc on ne pouvait pas passer à côté non pas de ce sujet, mais de ces sujets, mais qui, enfilés les uns aux autres, devient un sujet en soi. Donc c'est pour ça qu'on a titré une bonne nouvelle par jour, point d'interrogation, parce qu'on est toujours prudent, mais quand même, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les accueillir et les saluer. Ça a commencé avec la compatibilité des applications tierces type SideQuest avec le lancement de l'AppLab, qui est lié il y a 15 jours, où il y a des inquiétudes d'ailleurs par rapport à SideQuest, mais finalement l'intégration a l'air de bien se passer. Ça a continué avec la mise à jour de l'Oculus qui permet maintenant d'avoir plusieurs utilisateurs sur le même casque et de bénéficier du contenu du casque original et donc du compte hôte, qui était aussi quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, et qui était quand même assez contraignant. Et cette semaine, du coup, la libération, c'était vraiment un sujet d'actualité, la libération des conditions sur l'utilisation professionnelle des casques grand public, donc qui permettent en fait d'ouvrir le secteur, d'ouvrir le marché, et certainement que Nicolas va en parler, de toute façon, d'obtenir un casque pro, et c'est la croix et la bannière, c'est très très compliqué, donc c'est peut-être une manière de temporiser, de patienter. Toujours est-il que on n'est pas dans l'illégalité aujourd'hui quand on veut avoir un usage professionnel des casques grand public, ce qui est quand même ce qui est pas rien, vu que les contraintes, si on sort des clous, sont assez dramatiques. On en a déjà parlé, c'est-à-dire fermeture du compte et donc impossibilité d'utiliser le casque. Donc, en fait, on a l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose, que la politique Facebook est qu'on connaît, qui est assez rigide, et en train de s'assouplir sur la question. Est-ce que c'est une volonté d'ouverture? On rappelle quand même qu'Oculus est maintenant, Oculus Quest est devenu le casque le plus utilisé sur Steam. Hein. C'est un succès. Un succès grandissant. Donc, est-ce que c'est une adaptation? On le souhaite. Est-ce qu'il y a une réalité du marché et de l'usage qui est en train de s'imposer, des retours qui font qu'il y a une adaptation qui est en cours? Est-ce que c'est une temporisation avant des contraintes plus lourdes, et pour rendre le marché encore plus captif? On est extrêmement attentif, hein, évidemment, mais ça change tout. Ça change tout, puisque on ne va pas considérer
le dispositif de la même manière, selon qu'on puisse l'utiliser que à la maison pour tester des choses. Et quand on passera dans une mise à l'échelle et un déploiement professionnel, on sera obligé de voir d'autres solutions. Donc c'est voilà, c'est à la fois un gage de quelque chose qui peut être vu comme un gage de bonne volonté, mais qui peut aussi être vu comme une façon d'assouplir avant de resserrer la vis, hein, la fameuse économie du dealer, hein, où la première dose est toujours gratuite. Donc voilà, on est attentifs, messieurs. Je pense qu'on en a discuté, on a largement commenté cette évolution sur les réseaux, Nicolas notamment. Si tu es toujours avec Oui, nous. c'est un sujet parce qu'il faut reconnaître que... Oui, je suis toujours là. Normalement, vous m'entendez. Je suis en train d'essayer de me connecter à Engage, avec lequel j'ai quelques petites difficultés avec mon casque ce soir, mais je vais me connecter en desktop. En tous les cas, il est clair qu'aujourd'hui, l'Oculus Quest, c'est le casque qui permet d'aborder pleinement la réalité virtuelle à un coût tout à fait abordable pour tout à chacun, hein, puisque le 64 Go est commercialisé à 350 €, donc on est vraiment sur un investissement extrêmement abordable pour tout à chacun. Faut reconnaître que c'est une très belle machine qui fonctionne très bien, qui a l'immense qualité de voir son logiciel s'améliorer de manière extrêmement régulière. Je crois qu'on est à la 26e mise à jour, hein, qui, comme tu le disais, a apporté les comptes multi-utilisateurs et puis d'autres petites améliorations. Donc, on est un peu dans ce modèle où le casque en lui-même est juste un périphérique, comme on achète un ordinateur ou un écran, et puis la valeur est dans le logiciel qui est updaté régulièrement. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le casque qui permet de démocratiser la réalité virtuelle. Et c'est vrai que jusqu'à présent, pour un usage privé, la nécessité dorénavant d'avoir un compte Facebook est quand même gênante. Et elle était surtout pour les comptes professionnels. Et ils viennent effectivement de lever cette obligation qui est un vrai progrès. Alors moi, j'ai essayé d'éplucher un peu le détail des conditions d'utilisation spécifiques qui sont liées à ce revirement. Je viens d'ailleurs de poster sur LinkedIn une traduction de ces conditions d'utilisation qui était en anglais, contrairement à tout le reste du site qui lui est en français et qui font quand même 9 pages. Donc, il va falloir se pencher un peu sérieusement sur le sujet pour avoir bien le détail de comment ça fonctionne. Parce que le diable est toujours dans les détails. En tous les cas, c'est clair qu'aujourd'hui, maintenant, si vous allez sur Oculus for Business, vous avez 2 colonnes avec la comparaison. D'un côté, le Quest grand public et ses obligations, et de l'autre côté, le Quest professionnel, qui est effectivement vendu comme il l'était avant, 2 fois plus cher, c'est-à-dire aux alentours de 800 €, et qui, cette fois-ci, apporte un certain nombre d'éléments spécifiques à l'usage professionnel, une garantie qui est doublée, pas de compte Facebook, mais un compte Workplace, du support, et puis surtout, et ça c'est quand même pour les professionnels une vraie avancée, la suppression de la redevance de 180 € pour le VRDM, qui est donc l'outil qui permet de gérer des parcs de casques, de les mettre à jour en termes de micro-logiciels, mais aussi en termes d'expérience. Donc là, c'est commercialement un gros recul pour Facebook, probablement une perte financière importante, mais qui était nécessaire pour qu'on puisse utiliser en environnement professionnel le casque, parce que là, les conditions initiales étaient insupportables. Voilà, c'était insupportable, mais justement, est-ce que c'est tant une perte que ça, dans la mesure où justement les ventes Oculus ont représenté en fait les premières ventes hors publicitaire pour Facebook au dernier trimestre de 2020, et finalement est-ce que l'explosion sur le marché grand public ne compense pas en fait cet appétit qui était un peu démesuré sur la partie pro, c'est-à-dire que je se rends probablement compte que avant de mettre des barrières trop fortes, il faut d'abord que le marché se développe, que les usages se démocratisent, et on en a parlé d'ailleurs ensemble, hein, parce que c'est vrai que sur la partie pro, ça rend, enfin, on est en attente, on est en attente d'autres choses, et ça laisse un espace pour des nouveaux entrants qui se referment justement, qui est en train de se refermer avec ces bonnes nouvelles, en tout cas pour tout un chacun, mais qui sont pas forcément des si bonnes nouvelles pour les concurrents. Oui, et alors
Ça peut venir de chez moi. Écoute, Est-ce que on va ça bouger va les setups. mieux? Faut peut-être muter. Olivier, tu disais. Ouais, je disais, alors, c'est vrai que cette année, c'est la première fois que Mark Zuckerberg parle d'Oculus sur les conventions Facebook. Il n'avait jamais abordé le casque et il a parlé du casque comme d'un axe prometteur pour Facebook. C'est vrai qu'on parle, nous, d'un point de vue professionnel, ces restrictions étaient plus que contraignantes. Elles nous interdisaient tout simplement de travailler avec le casque. Je pense aussi, moi, étant prof, ayant des étudiants qui ont une vingtaine d'années pour les plus jeunes, c'est aussi une génération qui n'a pas de compte Facebook, qui passe directement sur du TikTok, alors ils ont des comptes Instagram, qui fait aussi partie de la grande maison, mais au final, et qui n'ont pas envie du tout d'avoir de compte Facebook. Et par contre, le Quest, lui, qui est pas forcément, les gens savent pas forcément que Quest appartient à la maison de Mark Zuckerberg. Le Quest est vraiment un produit qui a un succès énorme de bouche à oreille. Encore, comme tu l'as dit, Nicolas, de façon absolument légitime, hein. En rapport qualité-prix, c'est un produit vraiment extraordinaire quand on compare ça au prix d'un smartphone haut de gamme ou d'un Mac pour Nicolas. Je pense que ça te fera plaisir comme comparaison. C'est vraiment un outil qui permet de faire énormément de choses pour un prix très léger. C'est un produit robuste. Celui que je porte sur la tête, je l'ai acheté quand il est sorti. Il marche toujours aussi bien. J'ai jamais eu de problème. Enfin, bref, il y a un bouche à oreille énorme. Il y a des jeux qui commencent. Il y a eu Beat Saber. Il y a Population One en ce moment qui est en train de monter en flèche. Il y a des communautés un peu partout, etc., etc. Donc, je pense qu'il y avait aussi pour la société Facebook, qui par ailleurs est énormément attaquée sur son corps de métier, qui est la data et la vente d'attention, la vente d'audience. Peut-être de faire un petit pas de côté et de regarder en termes de logique marketing et de relations sur le produit Quest, de réagir peut-être de façon un peu moins brutale que d'habitude. Parce que cette semaine encore, on a eu non seulement la preuve que les audiences que Facebook promettait à ses annonceurs étaient loin d'être les bonnes, et qu'en plus, on a eu des salariés qui commencent à causer, entre guillemets, et à dire que oui, effectivement, les audiences que vous garantit Facebook par rapport à ce que vous achetez sur Facebook sont pas du tout les bonnes, mais en plus, tout le monde le sait à l'intérieur. Donc, en plus de ces problèmes de collecte de data qui sont pas tout à fait autorisés dans beaucoup de pays, le RGPD en Europe, les divers procès variés, plus une attaque directement du monde économique et du monde des médias qui risque de passer sur d'autres plateformes, et TikTok est en pleine forme en ce moment, et Snapchat aussi, qui fait un bon retour grâce à la créativité, à son inventivité, notamment avec la réalité augmentée. Et puis surtout ne sont pas rattachés, même s'ils font exactement la même chose, à cette collecte brutale de données. C'est vrai que l'attitude de Mark Zuckerberg, qui est très 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 liée à Facebook quand même, a toujours été, personne l'a jamais fait plier, entre guillemets. Peut-être, alors j'espère aussi, comme tu le disais Yacine, que c'est pas un piège, entre guillemets, un écran de fumée pour refermer derrière. Mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que même le grand public, à un moment, connecter un Quest avec un compte Facebook, ça lui plaisait pas forcément. Donc ça pouvait aussi freiner les ventes, même si elles sont en hausse permanente et constante. Alors, il y a un point quand même parce que l'obligation d'associer un compte Facebook est sortie avec l'Oculus Quest 2. On constate, alors parce que j'ai pu tester, que la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs sur le même casque n'est pas disponible sur la première version du Quest. Je ne sais pas si tu as pu l'essayer, le constater, mais c'est une fonctionnalité qui n'est possible que pour les utilisateurs du Quest 2.
Ouais, Donc en fait absolument. du compte Facebook, puisque finalement ça fonctionne sur le compte Facebook. Alors je sais pas si c'est ça la limitation, mais c'est un peu dommage parce que effectivement le Quest 1 est sorti il y a pas si longtemps et c'est dommage de le rendre obsolète quand même aussi rapidement. Donc ça contrebalance un petit peu ces bonnes nouvelles. Ah, Nicolas est arrivé, il est rentré. Alors, je suis en train de me connecter en desktop, ce qui va être un peu moins confortable pour que je m'installe avec vous, mais on va trouver une solution. Sinon, tu peux t'asseoir sur le zèbre. Le truc, ça va être comment je m'assois, en fait. Voilà. Là, Déjà, au clavier, là, je ne sais pas. Mais je suis là, voilà. Je suis là aussi en réalité virtuelle. Tu es debout. Tu es debout à côté de nous. Oui, je vois bien. Je cherche la solution pour m'asseoir avec le clavier. Je vais trouver. En tous les cas, pour avancer sur ce sujet, moi, ce que je trouve, je me demande si cette évolution, effectivement, que Yacine présentait sur un délai relativement court de quelques semaines, elle n'est pas liée au nouveau responsable de Facebook Reality Lab, qui est Andrew Bosworth. Andrew Bosworth, qui est donc le nouveau responsable à la place de Carmack, et qui, il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois, avait fait un article que moi j'avais trouvé extrêmement intéressant, où il était en train d'expliquer que Facebook allait devoir devenir, enfin Oculus, allait devoir embrasser le chemin de la privacy by design et d'être beaucoup plus soucieux du respect des droits des données des utilisateurs de la plateforme Oculus et donc du lien qu'elle a avec Facebook. Et je me demande, moi, vraiment, si cette nouvelle, qui est quand même assez importante, cette levée de ces restrictions qui étaient insupportables, elle provient pas de l'influence de ce monsieur qui, manifestement, a une certaine largeur de coup des franches et qui est en train de faire bouger les lignes pour pleinement libérer le potentiel de ce qui a été développé par Facebook Oculus jusqu'à présent. Oui, et puis il faut y voir aussi peut-être aussi la réponse. Enfin, il y a eu énormément d'attaques sur Facebook, notamment suite à l'attaque du Capitole américain et à tout ce que a pu générer comme phénomène d'écho, de fake news, les groupes sur Facebook. Donc effectivement, la compagnie est sous le feu de tous les projecteurs. Et puis ne pas oublier derrière cette espèce de moment qui est quasiment aussi vieux, enfin on en parle depuis aussi longtemps que le Quest, qui est l'arrivée du métavers de Facebook, Horizon, et qui représente un petit peu, enfin c'est comme si il y aura un avant, un après, donc de préparer, d'ajuster au mieux pour faire en sorte qu'effectivement le réseau soit plus sécure. On l'a vu, enfin de toute façon dans toutes les applications Facebook du Quest et que ce soit The News ou les applications sociales, il y a un système de reporting, de blocage qui est quand même déjà très installé. Donc oui, est-ce qu'il y a un changement de culture avec l'arrivée également de Joe Biden, peut-être un nouveau vent qui souffle sur la Silicon Valley? Il faut le souhaiter, en tout cas il faut l'encourager et évidemment rester vigilant pour ne pas se prendre une déception dont on n'a pas besoin. Absolument. Là, je trouve que tu y vas un peu fort, mais bon. Le lien direct avec... Tu me traverses. Non, il n'y a pas de lien. Je suis toujours en train d'essayer de trouver comment je m'assois, mais je trouve pas pour l'instant. Non, il n'y a pas de lien direct entre le Capitole et la libération des comptes pro, mais quand même, je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère digitale qui est marquée par l'émergence de la XR et peut-être la baisse des réseaux sociaux. Dans un autre domaine, c'est aussi l'explosion ces dernières semaines du réseau vocal Clubhouse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester ça. Pour moi, ça va un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire on vient explorer de nouveaux sens. L'image perd un peu de son pouvoir comme ça
hégémonique. On s'écoute sur Clubhouse. Le mot-clé, c'est la bienveillance, l'écoute, l'échange respectueux. Donc, il faut espérer qu'on arrive peut-être à la fin de l'adolescence du digital. C'est quand même très très mal fini. Enfin, les images du Capitole, si on faisait un résumé entre le premier post sur Facebook et l'Indien sur le bureau de Nancy Pelosi, enfin une espèce de résumé qui nous a quand même tous interrogés sur l'avenir du numérique. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en rapport, hein, même s'il n'y a pas de lien direct. Et donc. Ok. Sacrée mise en abîme. Ouais, c'est ça l'expert talk, hein. C'est ça. Et donc, puisqu'on parle de mise en abîme, on a tous partagé, je crois que Olivier, pas plus tard qu'une heure avant le début de ce show, et on a tous été épatés par les images de Microsoft Mesh, alors sans date de sortie officielle, ni directe, ni proche, mais en tout cas vraiment une ambition là qui est vraiment clairement posée dans cette période de pandémie où les gens travaillent chez eux, on en parlera après, Olivier, vraiment une vision pour la XR et la réalité partagée, augmentée, virtuelle, mais notamment la réalité augmentée, comme plateforme privilégiée pour l'avenir du travail collaboratif. C'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une vision qui est posée. On voit aussi que tous les acteurs, pas uniquement les GAFA. Hein. Hier, c'était une annonce également de Epson. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, qui sort également des lunettes de réalité augmentée qui sont très prometteuses. Et c'est Epson. Hein. Ça veut dire qu'on peut imaginer que là, tous les constructeurs vont sortir ou ont dans les cartons des prototypes de lunettes de réalité augmentée. On a les usages qui commencent à se multiplier, les professionnels qui commencent à se décomplexer. Et Olivier, tu pourras évidemment nous en parler parce que c'est ton quotidien. Mais là, on a vraiment un signe de ce dont on parle depuis qu'on a commencé ces expert talks, hein, vraiment de ce commencement très sérieux et pas uniquement de l'ordre de la démo de ce que pourrait devenir le travail, la notion même de travail dans les tout prochains mois. Absolument, ouais. Oui, c'est vraiment cette avancée de Microsoft est vraiment intéressante. C'est aussi intéressant que ça vienne de Microsoft finalement, qui effectivement a plutôt des morceaux entre guillemets de techno, mais plutôt bons. Ils font les HoloLens, qui sont un produit évidemment professionnel, qui vaut une fortune. Enfin, en tout cas pour un particulier qui dépasse les 3 000 €. Mais qui est un très bon produit avec une suite logicielle extrêmement efficace. C'est aussi eux qui ont une caméra de captation volumétrique qui marche très bien pour quelques centaines de dollars. Alors ils ont un casque de réalité mixte qui est un peu moins intéressant. Ils ont racheté Altspace VR, donc ils sont propriétaires d'une plateforme, d'un espace VR social. D'ailleurs, dans quelques jours, ou en ce moment, j'ai oublié les dates, leur grande messe se fera sur Altspace cette année. Et ils répondent vraiment à un besoin. Ce que tu as évoqué, Yacine, c'est vrai que les premiers retours que j'ai là, je commence à avoir des retours de 2 ou 3 grands comptes avec lesquels on travaille, qui ont fait le pas de dire de toute façon notre futur sera en partie virtuel et en partie présentiel, peu importe Covid ou pas Covid, etc. C'est-à-dire désormais, il y a une partie des voyages, des déplacements, des réunions qui se feront par des moyens virtuels. Et donc maintenant la question qui se pose, c'est comment on passe à autre chose que le modèle Teams, Zoom ou Google Meet, et comment on fait du vrai travail collaboratif, comment on recrée du lien, etc. Enfin, en gros, comment on réinvente
comment on réinvente le monde du travail et la façon de travailler, parce que ça va être le sujet va être extrêmement important. Il y a des métiers qui pourront pas s'y adapter. Il y a aussi, on le voit, alors c'est vrai qu'on a souvent l'exemple de trois mecs en train de designer une voiture ou une paire d'Adidas, chacun. Il y en a un qui est à Tokyo, l'autre qui est à New York. En film promotionnel, c'est très bien. On voit aussi que, par exemple, le retour du télétravail, ça a été pour les femmes, par exemple, un coup très dur, puisqu'elles ont dû reprendre en grande partie des tâches ménagères, plus s'occuper des enfants, plus mener à bien une carrière, et que le chômage partiel les a plus touchées, que certaines d'entre elles ont carrément raccroché par fatigue et usure. Le modèle n'était pas prêt, c'est évident, puisqu'il a été généré par une catastrophe sanitaire, mais il va falloir faire vite, entre guillemets, et repenser vite les organisations. Il y a plein de choses positives, il y a aussi plein de choses négatives, mais en tout cas que Microsoft s'en mêle et devienne un acteur qui soit pas pour une fois Apple qui va se refermer. C'est ce que je disais tout à l'heure en présentant cet outil. S'il pouvait être un tout petit peu plus ouvert que les autres, je crois que tout le monde a besoin de ça. Alors ils ont fait, quand ils ont lancé Mesh, il y avait quelqu'un de chez Niantic et ils avaient porté Pokémon Go sur les HoloLens. Il y avait 2-3 sociétés comme ça qui étaient là pour montrer que visiblement Microsoft serait plutôt ouvert. Et puis depuis que Steve Ballmer a quitté Microsoft, on va dire que ça a quand même mieux dans l'esprit de cette société, qui est capable encore de grandes choses. Et donc Mesh, pour moi, pour l'instant, est effectivement une très très bonne nouvelle. Ça a l'air d'être un très très bel outil. Donc, mais effectivement, il va falloir reconstruire beaucoup de choses autour. C'est amusant, effectivement, et l'exemple qui est donné et qu'on voit dans l'image, ce qui est récurrent dans l'histoire de la tech et de l'innovation d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on a un outil qui permet d'échapper au présentiel, mais qu'est-ce qui design? Une voiture qui est typiquement le dispositif dont on a besoin pour aller d'un point A à un point B. Alors que, mais on part toujours de l'existant, et ça c'est ce qui permet de convaincre, parce que on a ce modèle-là. Évidemment, une fois qu'on commence à travailler comme ça, bon déjà on a clairement plus besoin de voiture, mais c'est différemment. Je vais pas rentrer dans le débat, mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer quels sont les nouveaux usages, les nouveaux services, les nouveaux types d'interactions collectives que ça peut générer et qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, comme on ne pouvait pas imaginer ce qu'allait devenir Internet dans les années 2000. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette même période avec les outils qui sont en avance sur les usages, en avance sur la société, en avance sur l'économie, et qui peuvent réellement tout changer. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut opérer ce virage, pour reprendre une terminologie automobile. Avec le risque effectivement que l'on voit, qu'on le voit quotidiennement, c'est-à-dire que clairement il y a une Zoom fatigue qui est là, tout le monde bute sur la réalité. Elle va pas s'arranger tout de suite, voilà. Donc là aujourd'hui, il y a un engouement important sur les technologies de réalité virtuelle qui est souvent précipité. D'un coup, il faut acheter des casques, faut trouver une solution, alors que le vrai enjeu, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est comment on modifie profondément des attitudes de travail et des postures, des habitudes de travail. Comment est-ce qu'on diffuse petit à petit des masques qui doivent être utilisés. En ça, pour faire la boucle avec notre premier sujet qui était la possibilité d'utiliser des quest grand public, c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que pour commencer la réalité virtuelle, il faut d'abord mettre un casque et se faire plaisir avec en regardant les formidables vidéos 360 qui existent, en faisant les expériences, les jeux qui sont disponibles, pour ensuite avoir cette agilité qui permet de développer des usages professionnels, parce qu'on n'est plus surpris et décontenancé par la spatialité naturelle des outils, par la forme des avatars. Enfin voilà, c'est quand même tout un nouvel environnement, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions
information qu'il faut d'abord domestiquer à titre personnel, et chacun, vous le savez très bien, a des réactions qui sont assez différentes, et puis un temps d'acclimatation qui peut être soit très rapide, soit assez long. Donc, il y a une nécessité à faire de la VR pour pouvoir ensuite faire de la VR à titre professionnel. En ça, l'ouverture du Quest, c'est une bonne chose. Mais enfin bon, en tous les cas, nous, c'est notre credo au lab. C'est que pour enclencher cette nouvelle transformation digitale, et on est probablement sur celle qui on est vraiment sur une marche supplémentaire où cette fois-ci on passe dans des univers spécialisés, le spatial computing. Donc on est vraiment sur cette fois-ci une révolution qui est complètement inconnue pour l'ensemble des utilisateurs, parce qu'on change d'environnement, on change de périphérique. Donc le vrai sujet, c'est de définir une stratégie, où on veut aller, quels sont les premiers use cases qu'il faut traiter tout de suite pour avoir des vrais succès dans l'organisation et embarquer les collaborateurs, et comment est-ce qu'ensuite on gradue petit à petit le déploiement des matériels, des outils et donc des usages. Et aujourd'hui, on voit très souvent des gens qui arrivent un peu, non pas précipités, mais avec une vision très naïve, je ne sais pas si c'est le bon terme, utilisons-le, très naïve de ce que c'est que la réalité virtuelle, et qui pense que tout existe et hop, c'est facile, il suffit d'acheter un casque et d'envoyer, et finalement la réalité est plus complexe que ça. Et Nicolas, ça nous rappelle en fait finalement parce que dans l'émergence de toutes les techs, notamment les techs digitales, les ordinateurs, les premiers ordinateurs personnels, qui étaient des machines en tout cas qui étaient vendues sous le prétexte du travail, étaient aussi des machines de jeu. En tout cas, il y avait des détournements pour en faire des machines de jeu. Les deux ont toujours existé, et c'est vrai que cette émergence, elle s'accompagne également de contraintes très particulières qui sont propres à notre époque, qui n'étaient pas forcément les mêmes il y a 40 ou 50 ans. Les contraintes écologiques, les contraintes énergétiques, les contraintes qui sont liées aux objectifs de développement durable, c'est de vraiment réussir la transition dans cette décennie pour ne pas aller à la catastrophe. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement l'accompagner, c'est aussi faire en sorte de pouvoir les déployer dans le bon sens, plutôt que de superposer l'usage de la réalité virtuelle à ce qu'on voit. Par exemple, le paradoxe, ce serait de prendre l'avion pour aller à New York pour faire un congrès de réalité virtuelle avec un casque, alors que finalement on pourrait très bien le faire à distance. Donc il y a cette culture effectivement qui est à la fois une culture de la transition, qui est une double transition, une transition écologique, sociale, et une transition technologique dans un nouvel espace où les deux, nous on en est persuadés évidemment chez Elix, où les deux sont les leviers l'un de l'autre en fait. Mais cette transition, elle est doublement violente, sur l'urgence climatique, et il y a pas de, je crois qu'il y a plus beaucoup de discussions, par quelques fous furieux, mais autrement tout le monde a bien perçu les enjeux. Donc ça c'est effectivement un prochain step, c'est d'arriver à rendre complètement intelligible ce que nous on perçoit parfaitement, c'est-à-dire la liaison entre les technologies XR et les usages qu'elles vont enclencher, et la contribution de tout à chacun et des organisations aux nécessaires objectifs de développement durable. Mais la transition pour les organisations et pour l'usage, elle est presque plus violente que ça, puisque en fait les 20 dernières années, les 30 dernières années qu'on vient de passer, on les a passées devant des écrans, et là avec ces technologies on rentre dans les écrans. Donc autant ça n'a déjà pas été facile de faire du digital learning, du distanciel, et de développer des usages digitaux qui nous paraissent relativement matures, et il y a quand même beaucoup d'organisations où c'était pas encore le cas, et là on est vraiment avec une technologie qui change complètement. On n'est plus derrière un écran, on est dedans, et on est dedans physiquement, cognitivement et émotionnellement, et c'est ça qui est encore mal perçu et qui fait qu'il y a beaucoup de précipitation et de risque d'échec, en disant oui mais finalement ça marche pas, c'est pas mûr, voilà, de mauvaises excuses qui sont liées à un défaut de modestie dans l'approche de ces sujets. Oui, et de la nécessité de faire ça avec professionnalisme, efficacité, et en posant une vraie stratégie qui permet de savoir où on va.
Bah, tu sais, c'est Peter Diamandis du X-Prize et de la Singularity University qui parle pour toutes les technologies digitales, en tout cas les technologies convergentes, des 6 étapes, les 6 D de la digitalisation, qui passent par, on a la digitalisation, il y a une phase de déception. Et dans la réalité virtuelle, on a vécu cette déception. Ouais. C'est effectivement, parce que c'est une vieille histoire hein, que vous connaissez. Et cette phase de déception, elle s'arrête au moment de la disruption. C'est peut-être ce qu'on est en train de vivre effectivement avec ces casques autonomes absolument incroyables et qui permettent de faire de plus en plus de choses, et en plus l'ouverture des règles dont on a parlé tout à l'heure, et qui génèrent derrière une dématérialisation des outils précédents. Alors la dématérialisation, c'est peut-être la disparition à terme du téléphone, parce que finalement, ce qu'on a dans la main, on finira par l'avoir directement dans les yeux, et la superposition du monde digital avec le monde physique, hein, c'est ce dont on parle, la réalité hybride mixte ou XR, c'est quelque chose qui, à un moment donné, n'aura plus besoin du téléphone. Hein. C'est pour ça qu'on a autant de projets de lunettes, de lentilles, etc. Et donc, cette superposition du monde fait qu'ensuite, on arrive sur des phases qui sont intéressantes de démonétisation, c'est-à-dire que on a des usages qui deviennent quasiment gratuits. C'est-à-dire on passe une échelle, et à cet endroit-là se pose la question de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qu'on échange? Où est-ce qu'il y a de l'économie? Et est-ce que cette économie pourrait se passer de pollution, pourrait se passer de production de déchets? C'est tout l'enjeu qui fait que la XR peut être un atout ou un drame absolu si on la superpose et si on concentre de l'énergie supplémentaire pour faire la même chose différemment, mais en mode gadget. Donc c'est pour ça que intrinsèquement, on part de mèche hein, pour parler de ça, mais intrinsèquement, si l'avenir du travail passe par la dématérialisation, c'est une très très bonne nouvelle. Si on arrive à valoriser cette dématérialisation, créer de l'économie, créer de la richesse, créer de l'emploi, créer de la création autour d'une économie qui serait basée sur beaucoup plus d'immatériel. Et en disant ça, je pèse évidemment le poids énergétique de ces technologies, puisque il y a des développements possibles à travers le cloud, à travers les énergies renouvelables, qui laissent en tout cas envisager, imaginer un avenir qui est peut-être moins désastreux que ce qui nous est dépeint régulièrement, y compris dans les attaques envers la tech. Après, pour que tout ça prenne un peu de valeur, puisque tu parles de monétisation, moi, il me semble qu'un des enjeux, c'est d'arrêter le gratuit. Hein. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Quand ça n'a pas de valeur, c'est jeté. C'est aussi vite produit que balancé. Donc, il va falloir qu'on accepte de repayer des choses à leur juste valeur, et en particulier des contenus ou des outils ou des plateformes. Sinon, c'est toujours la même chose. Hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, et quand c'est gratuit, ça n'a pas vraiment de valeur, ni à tes yeux, ni voilà. Donc, il y a un vrai enjeu, à mon sens, à accepter de repayer. Enfin, en tous les cas, c'est moins consommer et consommer mieux. Mais en fait, je pense que ça sera d'autant plus facile de repayer, enfin d'apprendre aux générations, parce que je pense que ça s'applique pas forcément à nous trois ici, mais que l'économie, c'est dans les deux sens en fait. Il y a pas d'un côté je paye et de l'autre côté je suis pas payé, puisque encore une fois, la valeur de ce que je produis, de l'ordre de l'immatériel, et notamment à travers mes datas. Si on dit que les datas sont le nouveau pétrole, ça veut dire que nous sommes les énergies fossiles de la donnée mondiale, et il y a peut-être justement des systèmes à imaginer, des systèmes de valorisation du temps de la création dans les univers virtuels qui font que c'est un échange et un flux, et que les flux ne sont pas systématiquement interrompus par des robinets très très injuste sur effectivement c'est toi le produit, mais en attendant ce que je tire de toi en tant que produit, ça a énormément de valeur. Et à un moment donné, voilà, cet équilibre, il fait partie aussi du succès ou non de ces technologies. On est un petit peu loin de Microsoft Mesh. C'est vraiment très intéressant, parce qu'effectivement, et je suis assez, ça va redéfinir l'économie. Je vais prendre deux exemples, et je te reprends aussi, Nicolas, sur il faut repayer les choses. On sait tous aujourd'hui que un agriculteur qui produit quelque chose ne touche pas le juste
coup, alors que moi je le paye sans doute plus cher, et qu'il y a une série d'intermédiaires, que ça fait 20 ans qu'on en parle, qui sont tous identifiés, et globalement le problème change pas énormément. Ce qu'on a vu par contre arriver, et ça c'est en partie au Covid et c'était un petit peu avant, c'est la musique qui a été pendant un moment le 100% piraté, entre guillemets, depuis Napster jusqu'à moi le premier qui téléchargeait des tonnes de MP3 tout en continuant très honnêtement à acheter des tonnes de disques. Donc je me sentais à peu près légitime. Et puis finalement, on a eu une génération qui s'est abonnée, qui a commencé à payer pour être sur Spotify ou Deezer, et puis qui aujourd'hui est en train de comprendre que les revenus que des artistes dégagent des plateformes comme Spotify ou Deezer sont pas extraordinaires, et qui vont créer un lien direct avec l'artiste qu'ils aiment, qui aura lui sa propre mini plateforme ou son site ou son site virtuel, et on va créer une économie directe comme on achèterait sur un marché un cultivateur en direct, et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui sont absolument inutiles, parfois d'autres qui sont extrêmement utiles pour valoriser des choses. Je ne parle pas de la suppression des intermédiaires, je parle de la suppression de certains intermédiaires. Et la XR, c'est aussi un bon moment, c'est aussi un bon moyen de voir que par moment, faire discuter deux designers ou montrer un produit virtuel à des clients alors qu'il n'est pas encore prototypé, etc., on va gagner beaucoup d'argent. Il se posera la question, et là par contre je vais arrêter parce que ça va devenir beaucoup trop gros, ce mouvement schlumpéterien de destruction de valeur, à quelle vitesse il va être attrapé par l'économie mondiale pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, quoi. Après, un autre très bon exemple d'un transfert de valeur, c'est toute l'organisation des événements que physiquement plus personne ne peut faire. Le shift n'a pas encore été fait dans les entreprises d'investir les sommes considérables qu'elles engageaient pour organiser des événements ou pour y participer vers les nécessaires équipes de production d'événements en réalité virtuelle et qui font qu'on est en capacité de le faire. Avec effectivement la nécessité de repenser les formats d'événements parce que ça n'a pas de sens de mettre 2000 personnes en VR aujourd'hui sur une plateforme, on peut pas faire les mêmes. En tous les cas, voilà, ce glissement commence à se faire où effectivement les budgets humains, financiers, de promotion qui étaient dédiés aux événements physiques sont doucement en train de glisser vers des événements en réalité virtuelle. Et là, effectivement, on a bien un apport de valeur vers ces nouvelles technologies pour développer des services qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui peuvent être finalement plus qualitatifs dans une certaine mesure que ce qu'on faisait en réel. Donc le glissement de la production de valeur du monde réel vers le monde virtuel, qui est déjà un mouvement ancien et que vous évoquiez à juste titre avec les exemples que vous avez cités, me semble bien s'enclencher dans cette année 21. Et je trouve effectivement, pour en revenir au sujet initial, que cette annonce de Microsoft est assez intéressante dans ce sens-là parce qu'on est bien là face à un acteur majeur qui a parmi ses qualités, je trouve, une première qui est d'avoir, par rapport aux autres GAFAM, quand même assez rapidement shifté sur justement la préservation des données utilisateurs et d'avoir un comportement qui est quand même plus respectueux de l'environnement. Alors, ils ont annoncé qu'ils seraient zéro carbone d'ici à 5 ou 6 ans. Bon, les annonces et la réalité, c'est toujours deux choses, mais en tous les cas, il y a un mouvement là. Ils sont même engagés à absorber tout le carbone qu'ils ont produit depuis la création de Microsoft d'ici 2030. Donc ce qui est là quand même très ambitieux, mais voilà, en tous les cas, sur le respect des utilisateurs, des conditions d'utilisation de leurs produits, je trouve que ces dernières années, il y a eu un très gros progrès. Et sur Mesh, alors moi, je trouve pas qu'on est sur un produit totalement révolutionnaire, hein. On n'est jamais que sur un outil qui va permettre de faire du cross-platform pour participer à des... Pour travailler et se rencontrer dans des univers virtuels. Donc en fait, on peut le faire avec des casques VR, ceux de Microsoft Mixed Reality System. On le fait avec tous les autres. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. On peut le faire avec des HoloLens. Ça, c'est un poil plus nouveau. On était dans de l'expérimental. Et puis, ils ont rajouté effectivement aussi la possibilité de le faire en desktop. Donc on n'est pas sur une offre de valeur qui est très nouvelle par rapport à des produits qu'on évoquait tout à l'heure en off comme Spatial, mais d'autres aussi. Même VTime fait du cross-platform aussi, mais pas avec des
lunettes de réalité augmentée, pas les HoloLens, ce que faisait Spatial dès le départ. Ce qui moi me paraît très important, c'est que Microsoft, qui avait un peu disparu des radars de la XR, en tous les cas de la VR depuis qu'ils avaient sorti HoloLens, et qui donnait l'impression d'avoir complètement abandonné sa plateforme de mixed reality, là revient en force. Et dit, en fait, on était silencieux parce qu'on était en train de travailler une infrastructure à la Microsoft de convergence. Et c'est ça que je trouve qui est extrêmement intéressant. Et vous évoquiez tout à l'heure qu'une partie de la grand-messe annuelle Init qui se tient en ce moment, se fait sur Alspace. Et je ne sais pas si vous avez vu les images de ce qu'ils ont fait sur Alspace. Ils ont amené des éléments, ils ont amené des captures volumétriques. Volumétrique, de la vidéo volumétrique qu'ils ont fait dans leur studio et qui sont là pour le coup des équipements extrêmement coûteux. Ils ont amené plusieurs personnes qui étaient en live en capture volumétrique. Alors la vidéo volumétrique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technologie qui va utiliser une quinzaine, une vingtaine de caméras qui filment simultanément des personnes réelles, mais qui les filment sous tous les angles, puisqu'elles sont filmées par plusieurs caméras. Donc c'est l'équivalent de la photogrammétrie, mais en vidéo. Donc aujourd'hui, c'est très coûteux, ça consomme une quantité de données et donc des tuyaux absolument considérables, et qu'ils aient réussi à amener dans Alspace de la vidéo volumétrique en live, là, je trouve que ça, c'est vraiment la démonstration d'une infrastructure et d'une capacité d'agrégation de différents services pour donner une expérience cross-platform qui, là, moi, m'impressionne beaucoup. C'est d'autant plus notable en fait qu'on en a déjà parlé ici. Google semble vraiment se désengager des enjeux qu'ils ont effectivement mis en open source. Tiltbrush, alors qui est déjà devenu, il y a déjà des applications multiples et variées depuis qu'ils ont ouvert le code. Et c'est intéressant parce que tu parles des GAFAM, vraiment chacune a une approche bien différente de la XR. Il y a des retards à l'allumage. Microsoft effectivement est un acteur historique, mais avec l'annonce de Mesh et surtout l'annonce que c'est pas tout de suite. Donc c'est pas une annonce, il n'y a pas un produit qui sort. On occupe le terrain médiatique aussi parce que on sent bien que quelque chose est en train de se passer et qu'on veut pas être dépassé. Et c'est vrai que dans cette course et en ce moment, enfin, on est connecté sur LinkedIn en ce moment, c'est incroyable. Il y a 2-3 annonces majeures par jour. Google est totalement absent. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Il faudra peut-être en reparler. Mais c'est assez intéressant comment le leader mondial de la data et des budgets publicitaires a plutôt tendance à reculer. Alors, est-ce que c'est pour sortir quelque chose plus tard? Est-ce que c'est un désintérêt? Est-ce que c'est un autre modèle? C'est assez notable en tout cas vu les enjeux. Alors, Google, à la fin de 2021, mettra fin aux cookies tiers. Ce qui fait finalement, il l'avait annoncé en début 2019. Donc, à partir de fin 2021, les cookies tiers disparaîtront. C'est-à-dire que on aura désormais sur un site internet un cookie qui connaîtra d'informations sur nous. Donc ça veut dire que Google s'est lancé dans cette... Et il a pris un gros risque en 2019 parce qu'il pensait avoir une solution technologique qui pourrait remplacer ces cookies tiers. Actuellement, pour l'instant, sur le marché publicitaire mondial, les réponses de Google sont absolument pas appropriées pour les annonceurs et pour les agences médias. Donc je pense qu'ils ont suffisamment de monde pour travailler sur plusieurs choses en même temps, mais en tout cas, il y a un vrai gros problème chez eux, comme ça va être chez Facebook aussi, c'est que leur source, leur métier principal, qui est celui de la data, peut tirer une balle dans le pied en disant on va changer de méthodologie, on va respecter un peu mieux votre vie privée, et c'est pas grave, on va trouver une alternative. Ils envisageaient aux dernières nouvelles, soit une autre technologie, soit une intelligence artificielle capable de lire en temps réel le contexte dans lequel vous êtes sur Internet. Tout ça, on le sait, n'est pas encore très efficient, etc., etc. Ce qui risque de faire, c'est une chute de chiffre d'affaires ou des solutions qui risquent de se découvrir ailleurs et qui doivent être vraiment très problématiques pour la direction à la fois de Facebook et surtout de Google aussi. Qui pourra pas revenir sur sa décision. Son métier, en tout cas son cœur de métier actuellement, il est en crise. Donc c'est ça qui le fait détourner les yeux de la XR,
parce qu'effectivement, il faut pas oublier les Google Glass, quoi. Elles sont, même si c'est un mini scandale qui les a fait connaître, ils ont été pionniers dans ce métier. Pionniers au sens pionnier pour être connus par le grand public, puisqu'on le sait, ça existait. C'est des technologies qui sont bien plus anciennes, mais effectivement, Google nous a fait des cardboards aussi en carton. Qui était aussi une innovation plutôt intéressante, et puis a disparu. Et c'est assez... En tous les cas, on assiste vraiment, je trouve, à des mouvements quasiment sismiques dans le digital depuis un an, hein, depuis que le Covid a bouleversé la totalité de la planète. Ouais, et là, il y a vraiment des mouvements sismiques qui sont en train de se dessiner devant nos yeux. Cher Olivier, tu avais une visio à 19h, je crois. Oui, c'est très gentil de me le rappeler, Nicolas. Donc, et je pense qu'il est très clairement 19h. Donc, peut-être qu'on va se garder le sujet pour le sujet suivant. De toute façon, on peut nous lancer sur une poule et on fait l'heure. Mais parce que le sujet sur la fatigue du Zoom est vraiment très intéressant et je pense qu'il faut se le garder. Je le traiterai la prochaine fois et en plus, depuis, je l'ai étoffé en plus. Donc, je serai ravi d'en parler avec vous. Merci messieurs et merci à tous ceux qui nous ont regardés. À bientôt à tous. Très belle soirée à tous et à la semaine prochaine. À bientôt. Ouais. À bientôt.